toutes, bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau webinaire sur la thématique du Made in France dans le cadre de la masterclass Made in France où on va voir aujourd'hui quelle place pour les ESAT et entreprises adaptées dans cet écosystème du Made in France. Je suis Benjamin Lasserre, je vais avoir l'occasion de me présenter, de vous expliquer un petit peu ce qu'on fait chez la Source Française et j'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 intervenants. Hem, je vous invite, si tout fonctionne bien, à me confirmer dans le chat en bas à droite de votre écran que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Bérangère, bonjour Lio. Merci beaucoup pour, votre confirmation. Je vois également que nos, intervenants et intervenantes sont dans le chat, donc c'est parfait. Bonjour Stéphanie, bonjour Pierre, je viens de vous autoriser l'activation de la caméra et du micro. Si vous souhaitez déjà nous rejoindre, Charles est déjà là. Bonjour Pierre. Salut. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour à tous. On attend une toute petite seconde que les derniers participants se connectent. Bonjour Anna, parfait, merci beaucoup. Hop. Et Stéphanie, je ne sais pas si Stéphanie nous entend. Je vous vois également dans le chat. J'espère que tout va fonctionner. En attendant que le nombre de participants et participantes se stabilise, je vous propose rapidement de me représenter, de vous représenter la source française et je passerai ensuite rapidement la parole à nos différents intervenants qui pourront se présenter et surtout en fin de webinaire nous faire un retour d'expérience sur leur, euh, leur activité, leur collaboration également, avec des entreprises adaptées et des ESAT. Donc moi, je suis Benjamin Lasserre, je suis le cofondateur de la Source Française. On est un bureau d'éco-conception et d'aide à la relocalisation dédié aux entreprises qui souhaitent, refaire fabriquer en France. Donc c'est une activité qu'on a lancée en 2020 au sein d'une structure qui existe depuis 2015, qui s'appelle le Studio La Racine et depuis 2015, on travaille aux côtés d'entreprises à savoir-faire, donc des fabricants français de toute taille, des artisans, des manufactures, des industriels et on les accompagne sur plusieurs métiers. Donc historiquement, on les accompagne sur du conseil en stratégie de marque. Donc comment est-ce qu'à partir des racines de ces entreprises qui ont parfois plusieurs décennies ou plusieurs siècles d'existence, on va pouvoir construire ou reconstruire une identité de marque qui soit forte, qui soit incarnée, qui soit le reflet de cet ADN, mais aussi qui soit en prise avec les enjeux actuels de l'entreprise et du marché. Bonjour Stéphanie, je vois. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Oui, c'est parfait. Yes! Parfait. Génial. Merci beaucoup Stéphanie, à tout à l'heure. C'est parfait, bah, je suis ravi. Nos 3 intervenants sont là, c'est parfait. Je termine ma petite introduction et puis je vous donnerai rapidement la parole. Donc au Studio La Racine, on fait à la fois du conseil en stratégie de marque et on a la particularité de travailler ces métiers avec les métiers du design, à la fois dans la déclinaison graphique du design pour venir alimenter les éléments de la marque, refaire un logo, refaire du packaging, refaire, des catalogues et cetera, mais aussi sur du design produit avec cette particularité de travailler main dans la main avec le bureau d'études de nos fabricants pour pouvoir concevoir des produits qui soient à la fois adapté à la stratégie de marque, à la fois, heu, réalisable selon les savoir-faire de l'atelier et enfin qui soit optimisé en termes de coûts de fabrication parce qu'on sait bien qu'en Made in France, chaque étape dans la conception d'un produit compte pour, parvenir à un prix maîtrisé. L'activité La Source Française, c'est donc sa troisième activité qui est l'activité éco-conception et sourcing et où là, on va pouvoir accompagner, heu, les professionnels, les entreprises dans leurs projets de relocalisation. Ça va pouvoir aller d'une simple étude de faisabilité pour valider la faisabilité technique et économique d'un projet en fabrication française,
jusqu'à une éco-conception globale du produit qui intègre du design, qui intègre du sourcing de matériaux, qui peut aller jusqu'à un suivi de prototypage, à un contrôle qualité conformité et jusqu'à la livraison d'une production. Donc des projets, de fabrication française plus ou moins longs, plus ou moins complexes et qui sont réalisables justement aussi grâce à un réseau de fabricants partenaires qu'on continue d'élargir, qu'on continue d'étoffer, jour après jour et qui aujourd'hui nous permet d'avoir un réseau de plus de 1 500 entreprises sur le territoire, disposées à travailler avec des entreprises qui souhaitent relocaliser. Voilà, avant de laisser la parole, pour, se présenter à nos différents, intervenants, juste vous partager qu'aujourd'hui l'objectif de ce webinaire est de pouvoir, mettre en lumière un sujet qui est encore assez mal connu ou qui, est souvent, comporte des zones d'ombre, donc qui est le travail en ESAT et la disponibilité des entreprises adaptées. Vous pouvez à tout moment vous saisir du chat pour poser vos questions, me les poser ou les poser à nos intervenants. Et aussi plus spécifiquement demain, si vous voulez, qu'on entre en plus en détail sur votre situation particulière, si vous voulez nous partager votre contexte, si vous êtes face à une problématique de fabrication française ou d'éco-conception d'un de vos produits, bah, je vous invite, aussi à prendre rendez-vous avec moi, dans le lien qu'il y a au tout début du chat ou bien sur le bouton rouge en haut de votre écran et on se laisse en fait, une trentaine de minutes pour, discuter un peu de votre projet. C'est évidemment sans engagement ensuite de collaboration et ça nous permet de, bien comprendre votre sujet, votre problématique. Voilà. Merci, merci pour votre patience dans cette longue introduction. Le nombre de participants se stabilise et donc, je vous partage aujourd'hui le sommaire. L'idée, elle est que, après cette petite introduction, je vais laisser la parole donc à nos 3 intervenants. On va revenir ensuite Je reviendrai ensuite en détail sur, quelques chiffres, quelques données générales sur les ESAT et entreprises adaptées. Présenter également quelques métiers et compétences disponibles au sein de ces structures qui sont parfois, voire même souvent méconnues. Et ensuite, je laisserai, toute la place à Stéphanie, Charles et Pierre pour nous partager leur réalité au quotidien, et leurs expériences. Je vous propose de commencer. Stéphanie, est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots, en 2 phrases? Et après on reviendra sur votre structure. Oui, bonjour, ravie d'être parmi vous. Donc je suis, Stéphanie Kerrois, je suis, l'heureuse, créatrice et propriétaire d'une, entreprise adaptée qui s'appelle Luxéel, basée à Limoges. J'ai 27 collaborateurs et donc je vous en dirai un petit peu plus, tout à l'heure du coup. Super, merci beaucoup. Est-ce que Charles, tu souhaites prendre la suite? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Charles Béchu, et donc moi je suis, un partie du réseau de fabricants. Nous, on est spécialiste de l'upcycling, donc voilà et donc on fait appel aussi à des structures comme la structure de Stéphanie par exemple, mais dans d'autres départements. Voilà. Et enfin Pierre, tu souhaites, Bonjour. Moi, Pierre, je suis directeur d'une entreprise adaptée au port de la Bretagne. On transforme du bois à destination de la literie et moi, je suis ici pour diversifier les activités. Notamment, il y a un peu d'upcycling, sur cyclage qu'on veut et aussi on essaye d'axer nos métiers plus sur l'artisanat en travaillant avec des ébénistes, des éditeurs, la décoration, etc. Voilà. super. Bah, merci beaucoup à tous les 3. On reviendra tout à l'heure en détail. Je crois que Pierre, devra partir à midi, donc on commencera, par ton intervention. Avant de rentrer concrètement dans le vif du sujet, heu, quelques éléments de contexte, pour bien repréciser et savoir un petit peu, de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, on fait souvent, l'assimilation entre entreprises adaptées et ESAT. Qu'est-ce que Quelle est la différence entre les entreprises adaptées et les ESAT? Mais, les ESAT, ce sont des établissements de services et établissements et services d'aide par le travail et ce sont des structures qui permettent à des personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d'un, accompagnement, d'un soutien médico-social et éducatif dans un milieu qui va être dédié, dans un milieu qui va être protégé. C'est, la différence avec les entreprises adaptées qui, en fait, sont des entreprises, des entreprises presque, classiques, des entreprises du milieu ordinaire, qui sont soumises aux dispositions du code du travail et qui vont avoir, par contre, la spécificité
d'employer au moins 55 de travailleurs handicapés parmi ses, effectifs de production. Et donc là où un ESAT va être en partie financé par l'État, une entreprise adaptée, elle s'autofinance, même si elle peut bénéficier d'aides, financières gouvernementales. Elle va pouvoir, elle va pouvoir se développer de manière assez classique comme une entreprise, standard. Pour ce qui est, de la comparaison, donc l'idée est pas trop de vous assommer avec des chiffres, mais il faut bien, comprendre qu'on a une différence de nature, même si la mission au final, elle est assez proche. Ce qui est d'intégrer durablement des travailleurs handicapés, dans l'emploi. On va avoir une différence de statut où vraiment l'ESAT est un institut médico-social quand l'entreprise adaptée est une entreprise, beaucoup plus classique. On va avoir également, une différence de statut des personnes. On va parler d'usagers dans le cadre des ESAT et de salariés, dans le cadre d'une entreprise adaptée. Quelques grands chiffres sur, le secteur. N'hésitez pas d'ailleurs, Pierre, Stéphanie, Charles, si vous voulez compléter ou intervenir à certains moments, c'est avec plaisir. Quelques grands chiffres, sur, cet écosystème. On compte à peu près, en 2023, heu, environ 1 430 ESAT en France, qui emploient en moyenne 90 travailleurs en situation de handicap et en moyenne, on a 7 filières métiers qui vont être représentées au sein d'un ESAT pour un chiffre d'affaires moyen de 1 000 000 d'euros. Du côté des entreprises adaptées, on va être, là sur 950 entreprises adaptées en France au total, qui elles vont employer environ 46 personnes, être diversifiées sur 5 filières métiers et générer un chiffre d'affaires moyen de 1,3 million d'euros. L'objectif aujourd'hui de ce webinaire, il est de pouvoir vous partager, bah, la vision, les positions de personnes qui travaillent au quotidien dans ce genre de structure, mais aussi de pouvoir mettre en avant les avantages de ces structures. Parce que nous, on a la conviction que, les ESAT et entreprises adaptées sont avant tout des modèles d'insertion et des solutions de production de proximité qui vont être vertueuses, à plusieurs niveaux et notamment de manière, trilatérale presque. C'est-à-dire qu'on va avoir, grâce à ce type de structure, des avantages pour les travailleurs, des avantages pour les employeurs et aussi, de manière plus générale, des avantages pour l'écosystème. Je, je fais une petite pause, pour être sûr de ne pas louper les questions dans le chat. Je vois que ça s'active un tout petit peu. Après je reviendrai sur les différentes, tac, 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 sur les différentes, questions. Donc merci Anna. Ma marque est dédiée aux accessoires textiles. Il faudrait OK. Bah, je vous propose qu'on revienne sur les questions en détail, je m'assure juste que tout fonctionne. On aura une petite séance de questions-réponses à la fin. Je vous propose de traiter les questions un peu plus longues comme ça à la fin. Et pour reprendre donc, sur cet avantage, trilatéral des entreprises adaptées et des ESAT, nous ce qu'on va vouloir mettre en avant, c'est en effet ce modèle d'inclusivité et de se dire que c'est avant tout des opportunités pour les travailleurs. Ça va être la possibilité pour eux d'apprendre, de découvrir des savoir-faire qui vont être inclusifs, ce qui peuvent, les former, permettre d'apprendre un nouveau métier et à terme de favoriser l'insertion professionnelle. Du côté, de l'employeur, on va avoir en effet un intérêt, une incitation financière qui va pouvoir être permise, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est aussi la possibilité pour eux de bénéficier, d'une main-d'œuvre qualifiée, qui est une main-d'œuvre de proximité aussi. C'est aussi pour certains la possibilité de transmettre des savoir-faire, de former justement, les travailleurs à de nouveaux métiers et donc de collaborer, de participer à une économie, sociale, solidaire et plus inclusive, dans le cadre de son développement. Ça va être aussi la possibilité de créer de l'emploi et pour certains, la possibilité de valoriser, l'image de marque, une stratégie de communication aussi, je suis pas, c'est pas un gros mot du tout de se dire que, en travaillant aux côtés de structures adaptées, on contribue au développement de structures inclusives et de structures qui favorisent
l'insertion professionnelle. Et enfin, le dernier point, j'y reviendrai tout à l'heure également, c'est aussi un avantage pour l'écosystème et on va le voir tout à l'heure, une grande majorité, des structures adaptées, type ESAT ou entreprises adaptées, travaillent et ont un fort rayonnement local et ce sont des structures qui permettent justement de, souder l'économie industrielle territoriale, de renforcer justement le rayonnement territorial de certaines structures ou même de certaines marques et c'est avant tout aussi la possibilité de réduire justement toute la partie, acheminement, transport, délocalisation et donc d'avoir de participer à la décarbonation en favorisant des solutions de proximité. N'hésitez pas si vous voulez réagir, Pierre, Stéphanie, Charles. C'est parfait, Benjamin. On n'aurait pas mieux dit, je crois. Bon, J'ai envie de dire pareil. c'est très gentil, je vous remercie. Autre avantage qu'il est important d'avoir en tête et qu'il ne faut pas se cacher, c'est aussi la possibilité d'avoir des avantages économiques. Heu, je le disais tout à l'heure, sur le plan économique, les ESAT et entreprises adaptées, ils peuvent avoir cette posture d'acteurs majeurs au niveau local et souvent c'est vraiment des structures incontournables en tant que prestataires de services dans des régions. Et on a un chiffre qui nous montre qui est assez intéressant que j'ai voulu vous partager aujourd'hui, que j'ai trouvé en préparant le webinaire, qui est que 86 des clients des ESAT et entreprises adaptées sont situés à proximité. Donc c'est vraiment des logiques d'écosystème et qui vont avoir un impact direct sur, les personnes en leur proposant de l'emploi, mais aussi pour les entreprises qui ont recours justement à ces dispositifs. Si on rentre un peu dans le domaine, législatif, même si je vais pas vous assommer avec ça aujourd'hui, mais en gros, depuis la loi du 10 juillet 1987 qui a été renforcée, par une loi le 11 février 2005, on a, des entreprises de plus de 20 salariés qui doivent comporter au moins 6 de leur effectif, de personnes en situation de handicap. Et ça, indépendamment de la nature de leur contrat, donc soit des stages, des CDD, de l'intérim, et cetera. Et donc, il est possible pour les entreprises qui souhaitent être en conformité avec, cette loi, d'avoir recours justement à, des structures adaptées type ESAT ou entreprises adaptées et de sous-traiter une partie de la main-d'œuvre à, ce type de structure, qui leur permet ensuite de, bénéficier d'une, réduction de leur contribution à, l'OETH, l'objectif d'emploi pour les travailleurs handicapés. Heu et si cette question vous intéresse, je pourrais vous partager la documentation, correspondante. Mais avant tout et j'avance un tout petit peu parce que je vois que l'heure tourne, ce qui est important de mettre en avant, c'est que, au-delà de cet avantage, en faveur du local, de cet avantage pour la formation, heu, de cet avantage financier, ce qu'on va retenir principalement de la collaboration avec des ESAT ou des EA, ce sont des acteurs agiles et inclusifs et qui ont une forte capacité d'innovation. Et peut-être que vous nous en parlerez tout à l'heure, Stéphanie, Pierre et Charles, mais on a des entreprises qui se modernisent, on a des structures qui investissent beaucoup. On a 93 des ESAT qui ont réalisé des investissements au cours des dernières années c'est quand même assez considérable. C'est des entreprises qui, maîtrisent de plus en plus de techniques, de plus en plus complexes ou de plus en plus modernes et ça, c'est vrai sur une grande variété de secteurs et c'est souvent ce qui revient justement dans, la qualité de la collaboration avec des entreprises adaptées. Les entreprises, elles mettent en avant ce triptyque proximité, qualité et adaptabilité et on a des témoignages d'entreprises qui déclarent avoir un taux de satisfaction de 97 dans la collaboration avec des ESAT par rapport à des structures plus classiques, ce qui est quand même un chiffre, très, très fort et elles y voient aussi, en plus de cette satisfaction de, proximité, qualité, adaptabilité, elles y voient une opportunité en termes de RSE, heu, qui est un enjeu de plus en plus grand pour les entreprises. On a 89 des entreprises, comme je le mets ici, qui déploient une politique d'achat responsable ou de sous-traitance responsable et donc le fait de pouvoir travailler avec des partenaires de confiance qui vous donnent une pleine satisfaction,
c'est une super opportunité qu'on voulait mettre en avant, aujourd'hui. Heu, je termine un peu ma partie avec les chiffres en vous donnant quelques grands indicateurs, hein. L'idée n'est pas, encore une fois, de vous assommer, mais si vous voulez avoir un petit résumé de la situation en France, aujourd'hui, on compte plus de 1,1 million de travailleurs en situation de handicap. C'est pas toujours, des personnes qui sont très proches de l'emploi. Heu, Notamment, on voit qu'en 2022, on est un peu plus de 450 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc ces structures, il ne faut pas du tout les sous-estimer, c'est aussi des opportunités, des fortes opportunités pour des gens qui sont éloignés de l'emploi et qui peuvent s'en rapprocher justement, soit en bénéficiant d'un accompagnement encadré, type ESAT, ou bien d'entreprises qui sont dédiées justement à l'accueil de ces personnes. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. Je vous le remets, 950 entreprises adaptées, et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui, heu, qui, qui sont, soumises à l'OETH, qui est la réglementation justement dont je vous parlais tout à l'heure, et on en a à peine 29 d'entre elles qui sont en conformité aujourd'hui, et donc qui, heu, payent alors qu'elles pourraient avoir recours à des solutions justement, type entreprise adaptée ou ESAT. Voilà pour cette première partie. Je vais jeter un petit coup d'œil aux questions. N'hésitez pas si vous voulez réagir à nouveau, Stéphanie ou Pierre ou Charles. Comment peut-on connaître la liste des entreprises adaptées en France? Vous avez un annuaire, bah, voilà, bah, c'est parfait. Je vois que les réponses vivent dans le chat. Bonjour Claire, cette étude porte sur quelle population? Alors je ne suis pas sûr de l'étude dont vous parlez parce que j'ai donné quelques chiffres, hein, mais n'hésitez pas à m'écrire et je pourrai de toute manière vous partager la présentation avec, en fin de présentation, heu, les sources de tous ces chiffres. Celle où j'ai 97 de satisfaction. Écoutez, je vais essayer de reprendre mes notes et si je ne retrouve pas tout de suite, je vous l'enverrai a posteriori. Mais tuc, 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 j'ai pas la source marquée juste ici, mais j'ai le chiffre sous les yeux, je vous l'enverrai après le webinaire. Merci beaucoup. L'objectif, il est aussi de pouvoir, vous partager, et je vais prendre, assez peu de temps sur cette partie, et je laisserai la parole surtout à Pierre, Stéphanie et Charles pour les présenter. Mais c'est aussi une opportunité professionnelle et en termes de compétences d'avoir, de collaborer avec des entreprises adaptées et des ESAT. On a, une diversité de métiers qui est assez conséquente. On a la possibilité de travailler d'avoir des prestations sur mesure dans plus de 200 filières métiers qui sont réunies au sein de toutes ces structures, et on va avoir des métiers assez variables comme, l'environnement, on pense souvent au recyclage, mais aussi des choses, telles que la restauration, les entretiens, les transports, la communication, les nouvelles technologies, l'événementiel, l'agriculture, le tourisme. C'est vraiment très, très varié. Et je parlais tout à l'heure d'agilité et de modernité, et quelque chose qui est assez, marquant, c'est qu'on a 61 des entreprises adaptées qui se sont lancées dans des nouveaux métiers depuis 2022-2023, et qui donc n'hésitent pas à investir, n'hésitent pas à former leurs travailleurs, pour aller vers de nouveaux sujets, pour répondre à des nouveaux besoins. Parce que c'est les 2 motifs de développement de nouvelles activités. C'est à la fois proposer le développement de compétences aux personnes en situation de handicap, mais aussi répondre aux besoins de leurs clients dans les territoires. Et donc, et d'ailleurs Pierre, tu seras là pour en parler, il y a une forte diversification des métiers, mais aussi des secteurs, en se disant: «Ben, on a beaucoup de savoir-faire en interne», et nous, c'est ce qu'on va chercher, chez la Source Française quand on travaille avec, des structures adaptées, c'est de se dire: «Vous avez cette agilité qui nous permet de connecter, des clients avec des structures qui ne se seraient pas forcément rencontrées si jamais, elles avaient dû, travailler en autonomie ou chercher une entreprise adaptée en autonomie. Charles, c'est également le cas. On a travaillé ensemble sur un projet pour une grande marque de l'art de la table, qui voulait confectionner des charlottes et qui ne serait probablement pas allé chercher un atelier, spécialisé dans la Loire,
sans notre intervention, je crois. Dernier petit chiffre, après on va assez vite laisser la parole à nos intervenants, mais vous avez, j'ai trouvé intéressant de vous partager également la part des métiers disponibles, notamment dans les ESAT, et on voit qu'il y a en effet, bah, tous les secteurs que je mentionnais juste avant, donc le conditionnement, la logistique, les transports, évidemment les espaces verts et paysagers, mais on a 10 dans la production industrielle, on a de l'artisanat, on a de l'impression, on a de l'impression, de la reprographie et du marquage. Donc une très grande diversité de métiers et donc d'opportunités pour les professionnels. Et encore une fois, je mets vraiment ça en avant parce que c'est des structures qui quand même continuent à avoir le vent en poupe et qui, se modernisent, se développent et ont un vrai appétit économique à faire grandir ces structures, à les faire connaître et qui peuvent représenter de fortes opportunités pour des sociétés qui voudraient, relocaliser et qui pourraient en fait relocaliser grâce à la modernisation de ces structures, grâce à la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et c'est en ça où, pour nous, c'est important de mettre en avant ces solutions-là. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, hein, et si ce n'est pas le cas, je, vais proposer de passer la parole tout de suite à Pierre qui va devoir heu, nous laisser dans un tout petit moment. Pierre, est-ce que tu peux nous parler de ton activité, de ton entreprise et nous dire un peu plus qui sont tes clients aujourd'hui, qui seront tes clients demain, et cetera, et cetera? Ouais, alors, comme je dis, désolé, hein, c'est ma petite de 4 mois qui m'appelle, hein, donc c'est 12h15, je pars. Vraiment, j'aurais voulu entendre Charles et Stéphanie, mais c'est enregistré ou pas la visio? Oui, oui, oui. Je Super. pourrais vous Euh, le partager. ok. Alors, nous, on est aux portes de la Bretagne. Historiquement, l'entreprise adaptée où je suis, c'est hyper industrialisé. Donc, on fabrique essentiellement des sommiers bois. On transforme quasiment entre 5000 et 8000 mètres cubes par mois. C'est assez important. Et cette entreprise, elle est trop dépendante avec un client. Donc l'idée pour nous aussi, c'est de diversifier nos activités pour être en meilleure santé. Donc moi, j'y suis depuis 3 ans pour développer des nouveaux métiers autour du bois, avec une plus forte valeur ajoutée. Et l'idée, c'est de développer l'artisanat clairement au sein de notre structure. Pas forcément l'industrie parce que voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus facile. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre filière, c'est hyper concurrentiel et c'est les pays de l'Est et la Chine, hein, que j'ai en face, et les robots. Nous, notre but, c'est pas de mécaniser, hein, enfin d'automatiser la ligne de production, c'est de filer un emploi à des gens qui en ont besoin sur le territoire. Et donc, c'est pour ça qu'on développe l'artisanat. Comment on le fait? Tout simplement en s'intéressant aux gens. On fait minimum 3 entretiens par an. Et même quand il y a des choses qui sont bien ou pas bien, on essaye d'être assez réactif justement pour baisser en interne. On essaye d'être plus qualitatif aussi au niveau des. Alors pour expliquer j'ai vu il y a des questions. La population qu'on a, nous, je pense que en entreprise adaptée, ça dépend vraiment où on se situe. Alors nous, on est du côté de Fougères, c'est très rural. Je pense que si on est au centre de Lyon, de Bordeaux, enfin voilà, c'est vraiment en fonction du territoire et de l'histoire de l'entreprise adaptée. Pour résumer, hein, moi des fois, je suis face à des gens. Pour le résumer, en gros, je dis que ça va de niveau CE2 à bac+2, et on dissocie vraiment connaissance et intelligence. Moi, j'ai un gars là, il sort de la DAS, il sait à peine lire et écrire, il est hyper intelligent, et aujourd'hui, il peut être responsable de tout l'atelier machine. Mais parce qu'on a pris ce temps qu'on ne fait pas suffisamment, je pense, dans le monde ordinaire, de faire des entretiens comme on le fait dans le tertiaire, tout simplement, hein. Et alors, on peut pas le faire avec tout le monde, hein. Je dis pas que tout roule, hein. Des fois, c'est plus compliqué. Mais voilà, j'apporte une énorme importance dans l'entretien et l'accompagnement pour que tout le monde puisse gravir une marche. Et ce qui est de manière plus globale, alors Charles et Stéphanie diront, hein, pour leur public, mais c'est vrai que moi, les gens qu'on a, c'est des gens qui ont eu des parcours de vie compliqués ou un accident, burn-out aussi, hein, des gens qui ont eu beaucoup de responsabilités, du jour au lendemain, ils sont un peu assommés. Et de manière générale, je ne suis pas du médico-social. Ce qui m'a interpellé, c'est que ces gens étaient très vulnérables, en fait. Et que l'entreprise adaptée, pour eux, c'était une manière de se retrouver socialement. Et je reviens sur les 97%. Il y a un gros ESAT aussi dans l'association sur laquelle il y a 150 personnes. Mais si, les 97%, je ne serais pas étonné. Il faudra vérifier le chiffre.
Mais ce que je veux dire, je pense que dans une entreprise adaptée ou un ESAT, il y a une vraie volonté de bien faire. Ça, c'est clair et net. Et je vois Stéphanie, elle a l'air plutôt d'accord. Enfin voilà, j'essaye de résumer un peu le truc, ce qui peut être différencier. Il y a une volonté aussi, et enfin voilà, il y a une volonté de bien faire, je pense aussi de la part des gens qui dirigent ou pas. Enfin voilà, il y a toujours, il y a un peu de bienveillance là-dedans, mais il y a une réalité aussi, c'est que on est des entreprises comme les autres. Il y a une concurrence et il faut, on vit pas avec des Je- financements. Voilà. c'est un super témoignage. Merci Pierre. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Alors, vous allez dire que je sors des chiffres. Hein, je passe mon temps à sortir des chiffres. Hein. Et j'avais rencontré dans une structure adaptée aussi une dirigeante qui me disait que en fait 60% des personnes en situation de handicap le sont suite à un accident de la vie, enfin, qui ne naissent pas avec un handicap et qui en fait ont des accidents, ont des événements dans la vie qui font qu'ils ils se retrouvent dans cette situation et en fait, ça les éloigne de l'emploi, alors que, heu, au départ, rien ne les destinait justement et en fait, ce genre de structure, c'est aussi une manière pour ces personnes de se rapprocher de l'emploi, de se réinsérer, d'avoir une intégration même sociale, comme tu le disais. Ouais, non, mais ça peut être il y a de tout, mais en fait, j'ai envie de dire comme dans la vraie vie, hein, tout simplement. Ça peut être Bien sûr. psychique, physique, enfin bref. Et l'idée et l'artisanat, c'est ça qui est intéressant de marier, parce que c'est ce qu'on essaye de faire. On a créé une marque là au mois d'août, mais l'idée c'est on crée une industrie circulaire au sein de notre usine pour valoriser nos déchets bois. Et l'idée, c'est de marier l'industrie et l'artisanat. On a besoin de l'industrie aussi. Hein. On ne va pas vendre des sommiers à 1500 euros pour tout le monde. Hein. Donc, bien sûr, il y a une logique de coût. Moi, le premier, hein, je ne vais pas dépenser 1500 euros pour acheter un sommier bois. Donc, on a besoin de l'industrie, mais en parallèle, pour décarboner la filière, etc., il faut aussi développer des compétences artisanales qui correspondront plus aussi à un public qu'on a besoin. Quand on a. Bon, non, enfin, ouais, je pourrais en parler des heures, mais un petit exemple. Vous prenez c'est un sujet là, un agriculteur qui a fait un burn-out, un ancien producteur, enfin voilà, qui avait ses vaches, tout ça. Vous avez quelqu'un qui a pris, qui a été détruit psychiquement, mais qui sait tout faire. Donc vous n'allez pas lui demander. Donc il a été détruit, c'est pour ça qu'il est en entreprise adaptée, il y a un suivi, etc. Mais on ne va pas lui demander de rester derrière une machine toute la journée. Lui, il a besoin d'autonomie, avec un rythme différent, et puis on reconstruit, et puis on repart sur autre chose. Voilà. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vois, il est 12h01. Et pour faire court, parmi nos clients, je pense que le Made in France, pas pour tous, je le disais, on est concurrencé par les Chinois et les Polonais. Mais je pense que quand même, il y a une volonté de rester avec nous pour certains parce qu'on est en France et on est pas encore aujourd'hui, mais je pense que dans 5 ans, ce sera important de nous avoir sur le secteur. Et mais voilà, entre les acheteurs que j'ai en face de moi viennent de l'automobile, donc c'est pas forcément évident. En revanche, il y a d'autres marques, on le voit, hein, oui, clairement, c'est le Made in France, c'est important pour eux. Ils sont déjà, ils ont cette vision-là. Et dans l'ameublement français, c'est Ernst & Young hein, qui gère un peu les stratégies. Donc, eux, c'est un peu des libéraux, on va dire. Et je revois pour tout l'ameublement français, ce qui m'avait étonné, c'est qu'ils mettaient vraiment l'accent sur Made in France. Ils disaient, si vous ne faites pas de Made in France dans 10 ans, vous n'aurez plus de clients. Quoi. Bien Donc, sûr. aujourd'hui, j'ai l'impression que sur les achats, ça n'a pas d'incidence, même il y a un recul. Mais ce n'est pas ce qui est prévu pour les 5 ou 10 prochaines années. Voilà, j'ai essayé de faire un gros résumé. Super. C'était parfait. Merci beaucoup, Pierre, pour ce témoignage. Bon, on te laisse aller rejoindre Ouais, ta petite puce de 4 mois. Donc bon courage, j'espère que tout va bien. Et encore merci pour cette implication, en effet, et pour ce témoignage. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Pierre, vous pouvez revenir vers moi après, je vous transmettrai ses coordonnées. À bientôt, Pierre. et Merci je beaucoup. regarderai l'enregistrement pour suivre la suite. Voilà, merci, bonne journée. Sans faute. Bonne journée. Salut. Et je propose qu'on enchaîne avec Stéphanie. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous présenter l'UCL? Est-ce que vous pouvez nous dire Oui, ben, je vois que la photo n'est vos pas toute activités? récente, mais et ça tombe bien parce que c'était les débuts de l'UCL. Donc effectivement, je suis, comme je le disais tout à l'heure, l'heureuse créatrice de l'entreprise adaptée l'UCL. Alors je navigue
depuis très longtemps, avec, j'aime pas parler comme ça, mais le monde du handicap puisque j'ai été, référente handicap dans une structure qui s'appelle la CPME, dont je suis toujours d'ailleurs la secrétaire générale depuis, mais aussi chef d'entreprise, donc j'ai une double casquette. Donc l'UXL, c'est mon bébé, donc j'ai eu l'idée de l'UXL en 2014, mais comme, Benjamin l'a très justement dit, il y a d'abord, l'agrément, beaucoup de choses, donc ça prend un petit peu de temps parfois pour réussir, à avoir, cet agrément entreprise adaptée et en fait, l'UXL a vu le jour, le 10 mars 2020, donc une semaine avant le confinement, généralisé. Donc le synonyme de l'UXL, c'est résilience, je crois. Et donc moi, l'idée que j'avais depuis toujours, parce que dans mon milieu professionnel, j'ai rencontré beaucoup de dirigeants, c'est de me positionner sur un secteur qui, en 2014, était, très peu, concerné par les entreprises adaptées. Donc c'était le milieu du luxe et du travail du cuir et du textile. Donc j'ai créé l'UXL avec ces idées-là et un petit peu comme je dirais Pierre, hein, qui en a très justement parlé, surtout mettre, l'humain au cours de au vraiment au départ et à la base de cette démarche et les autres valeurs, c'est l'économie sociale et solidaire et l'upcycling. Donc c'est avec ces bases-là que je suis partie, pour créer l'UXL. L'UXL donc, j'ai 27 collaborateurs aujourd'hui. Je suis basée à Limoges, donc en Nouvelle-Aquitaine. La ville, le département, possède 36 entreprises du patrimoine vivant, donc c'est aussi, ce contexte-là qui m'a donné envie de travailler dans ce secteur du cuir notamment. Donc, nous on travaille, alors au départ pour des grandes maisons du luxe en sous-traitance et puis moi j'ai souhaité, comme nous tous, hein, les EA, nous diversifier mais pas dans l'activité parce que moi je ne diversifierai pas l'activité. J'ai des professionnels. J'ai des petites mains de l'excellence comme je les appelle, donc c'est-à-dire qui sont en capacité de travailler aussi bien le cuir que le textile et d'autres matières et ça j'y tiens, mais je resterai vraiment moi sur ce secteur d'activité-là. Et donc nous travaillons, donc pour des grandes maisons comme je le disais, mais aussi et ça c'est un choix aussi avec de jeunes créateurs et notamment, grâce à la source française et donc nous fabriquons aussi bien des produits, j'allais dire maroquinerie, textile, ça peut prendre un peu toutes ses formes. Là, en ce moment, on fabrique des vêtements bébés, Mmh. et on travaille aussi on accompagne de jeunes créateurs qui se lancent. Ça je serais obligée aussi de vous abandonner pas trop tard parce que justement, j'ai une petite cliente qui est à Limoges, aujourd'hui. Donc on essaye vraiment d'être ce petit atelier très réactif, très compétent et ça, j'y tiens énormément. Comme le disait Pierre, les personnes, dans les EA ont des compétences. Ce sont des gens qui, au départ, ont des parcours de vie pas toujours simples, mais qu'on on prend le temps de les aider, de les accompagner pour les rapprocher, de l'emploi. Donc nous, on forme beaucoup. J'ai pris, puisque malheureusement les métiers que moi j'ai dans l'entreprise, il n'y avait plus de formation ou très peu qui existaient, que ce soit les métiers du cuir paradoxalement ou le textile. Donc là d'ailleurs je lance, en milieu d'année une petite académie interne à l'UXL pour pouvoir, voilà, apporter, les compétences à mes collaborateurs et monter en compétences ceux qui le souhaitent et pouvoir récupérer des personnes très éloignées de l'emploi et pouvoir les former. Donc, ça, c'est aussi des choses et c'est notre rôle en tant qu'entreprise adaptée. Et l'autre rôle aussi qui, moi, je trouve très intéressant, c'est, de sortir, alors pas tout le monde parce que nos entreprises, comme vous l'avez très justement dit, Benjamin, sont des entreprises qui ont besoin de chiffre d'affaires, le même fonctionnement qu'une entreprise classique. Mais je trouve aussi de notre rôle, important de pouvoir faire en sorte que des gens sortent des entreprises adaptées pour retravailler dans des entreprises classiques. Donc j'essaye aussi, d'être présente sur ce point-là et de les accompagner. Alors le passage chez l'UXL, ça peut être, j'allais dire un sas intermédiaire, mais ça peut être aussi une reconversion. Donc là, ce matin, j'ai un de mes collaborateurs qui me dit: «Je veux changer de métier», mais là, on est en train de l'accompagner pour sa formation et autres. Enfin, c'est aussi ça, le rôle des EA, c'est d'être un tremplin, pour que des personnes puissent réintégrer le milieu ordinaire. Donc nous, voilà les grandes, valeurs et surtout les métiers que l'on porte. J'ai lancé donc, au mois de septembre, notre propre marque de maroquinerie. Je suis en train de travailler là sur le nom de la marque, sur beaucoup de choses puisque et aussi donc une marque de bijoux en cuir upcyclé. Donc comme je travaille depuis le début avec des grandes marques, je récupère les chutes et je les retransforme en autre chose.
Et je viens de rentrer du Canada, donc ça, c'est un peu la spécificité de l'UXL aussi. Je viens nous venons d'avoir le prix de l'entreprise RSE de l'année à Toronto. Donc Génial. c'est plutôt chouette pour nous, c'est chouette pour les équipes. On essaye, voilà, de pas garder les 2 pieds dans le même sabot, j'allais dire, et d'être, comme tu le disais, Benjamin, très innovant, très tourné vers l'extérieur, et surtout, surtout de parler de nos entreprises, parce qu'effectivement, je pense qu'on est tous, hein, toutes les 50, des pépites qu'on connaît mal, même si on a une superbe organisation qui s'appelle l'UNEA qui nous aide et qui nous porte, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'a priori sur nos entreprises, et je pense que des interventions comme celle de ce matin, c'est important de mieux nous faire connaître, et de dire qu'on est là, en proximité. Donc le Made in France, oui, bien sûr, à fond, et le Made in France, ça s'exporte, puisque c'est l'inverse, comme je le disais avec le Canada. Et moi, j'adore faire ce que je fais au niveau de l'UXL avec mes collaborateurs. On ne peut travailler ensemble que si on a une équipe extraordinaire, et moi, j'ai cette chance-là d'avoir une équipe extraordinaire. Et c'est génial. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ce super témoignage, et bravo pour tout ce qui a été mis en place en 4 ans. C'est admirable, et je suis ravi d'apprendre que vous avez eu ce beau prix. Mmh. Moi, il y a quelque chose que j'ai envie de souligner aussi, c'est cette capacité d'adaptation, cette agilité ces petites mains de l'excellence dont vous parliez. Nous, la première fois qu'on a eu à confier un projet à l'UXL, c'était sur un sujet qui fait pas l'unanimité dans le secteur de la maroquinerie. On était sur le Pilot Bag de la marque Viaero, je pense qu'on peut les citer, Ouais, qui est j'ai pas une osé pour l'instant, mais alternative. Oh si, je pense qu'elles nous en voudront pas. C'est une alternative, le sac que vous voyez, c'est une alternative végane, faite à base une alternative végane au cuir, faite à base de raisin. Et dans l'univers de la maroquinerie, c'est des sujets qui sont pas toujours appréciés ou pas toujours travaillés. Et ce qui m'avait marqué, moi, dans l'UXL, c'était le fait de dire, on avance, on teste, et on va voir comment on peut s'en sortir. Mais en tout cas, pas de réticence à aller sur un projet complexe. Au contraire, j'étais ravi de cette collaboration et de ce témoignage. Merci beaucoup. c'est gentil, Benjamin. Alors, je vois des questions dans le chat, je me permets d'y Oui, répondre puisque, bien sûr, bien sûr. alors, il n'y a pas de minimum de pièces chez nous, c'est aussi un des gros avantages de l'UXL. J'ai souhaité positionner l'UXL comme ça, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes créateurs ont cette difficulté-là, c'est de se dire: «Est-ce que je peux faire 2 pièces, 3 pièces, 10 pièces?» Oui, chez l'UXL, on peut sortir, il n'y a pas de minimum de commande, j'allais dire. On peut vous aider, par rapport à tout ça. Un tout petit créateur encore, ben oui, justement, il y a pas de sujet. C'est ce que je vais faire tout à l'heure à 12h30, c'est déjeuner avec une toute jeune créatrice de nouveau. Et ça, c'est important pour nous. Les valeurs, donc, les valeurs, comme on disait, Benjamin, avec notre collaboration avec Viaero, dont on est très fiers, parce que les filles se battent, et je pense qu'elles vont elles aussi remporter la victoire de ce pilot bag du Reborn. Et ça aussi, nous, ça fait partie de notre fierté de pouvoir accompagner et grandir ensemble avec d'autres entreprises, d'autres petits créateurs. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors mes coordonnées, vous pouvez les demander à Benjamin, mais je peux vous donner Ouais. mon portable ou mon mail, il y a pas de sujet si vous le souhaitez. Je ferai Heu, Stéphanie, bon, super, vu que je vais envoyer le replay, vu que parfait. j'enverrai le replay, je préfère les envoyer ensuite par mail. Voilà. Donc Mais voilà, je disais n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est vraiment à l'écoute, des projets, et surtout de pouvoir, donner un coup de main, aussi, voilà, en se serrant les coudes. Je pense que c'est important qu'on avance tous ensemble. génial. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage, Stéphanie. On vous retient pas plus longtemps si en plus vous avez un rendez-vous Oui, je ferai avec votre cliente. comme Philippe, non, comme Pierre, pardon, Ouais, j'écouterai, l'enregistrement avec un immense plaisir, et surtout n'hésitez pas à me contacter, quoi qu'il en soit. Je reste encore 5 minutes avec vous pour au moins entendre Charles quelques minutes, et après ça marche, je vous abandonne. ça marche. Bah, merci beaucoup. Charles, à toi, à ton tour de nous parler de l'île Okawa, des ateliers l'île Okawa. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous partager ta collaboration avec les ateliers engagés? Ouais,
Donc bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Donc nous, l'atelier Lukawa, on existe depuis 10 ans aujourd'hui. Et donc nous, en fait, on a fédéré nous un réseau d'ateliers. Alors nous, on fait travailler à la fois des entreprises adaptées, qui sont effectivement l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais on fait aussi travailler des chantiers d'insertion, qui sont encore une autre brique de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est à peu près pareil qu'une entreprise adaptée, sauf que effectivement, ce ne sont pas des personnes en situation de handicap, mais ce sont des personnes qui à un moment ont eu un parcours de vie compliqué, qui dont ont besoin aussi de cet accompagnement. Ça c'est pour la petite parenthèse, mais les produits qui sortent sont tout aussi qualitatifs dans une structure comme dans l'autre, et voilà. Donc nous, on est spécialiste dans l'upcycling, c'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de donner une seconde vie durable à toutes les matières qui peuvent se coudre. Donc on est capable de transformer un certain nombre de matières pour nos clients. Donc ça va des grandes bâches plastiques, des kakémonos, des supports événementiels, des voiles de bateau, enfin voilà, tout un nombre des vêtements de travail, des uniformes, une gamme très très large de produits qu'on est capable de faire. Et donc l'entreprise, elle s'est créée autour de 3 valeurs fondamentales. Il y a d'abord le fait que effectivement ce soit du made in France, donc 100% des confections qui sont réalisées chez nous sont confectionnées en France. Il y a cette notion effectivement d'inclusion qui est extrêmement importante aussi pour nous, c'est-à-dire que ça fait 10 ans maintenant qu'on travaille avec des entreprises adaptées et des chantiers d'insertion, et on n'a absolument aucun problème de qualité, de ponctualité, de régularité dans le travail qui est fourni. Ce sont des ateliers et des structures qui travaillent aussi bien qu'une entreprise classique, parfois même mieux sur certains sujets. Et puis le troisième pilier, du coup, c'est l'environnement, puisque nous, on va faire aussi 100% de nos confections à partir de matières recyclées. Voilà. Donc nous, on travaille pour des entreprises et des collectivités, donc des petites entreprises, des moyennes, des grandes, et des collectivités qui peuvent être des régions, des villes, des départements. Voilà, on travaille absolument pour tout le monde. On est situé dans les Pays de Loire aujourd'hui, mais on a des clients qui sont en France et en Europe. Nous, l'idée, c'est qu'on souhaite que la confection, elle soit forcément faite en France. Après, aujourd'hui, le transport est quand même une industrie, le transport, le petit transport, attention, le transport par camion, d'autres choses comme ça, est quand même une industrie qui est relativement décarbonée par rapport à du grand import donc qui viendrait d'Asie. Donc ça ne nous dérange pas de récupérer une bâche qui est à Marseille, qui est destinée à être enfouie au fin fond d'une décharge, et de pouvoir la sauver en la travaillant à quelques centaines de kilomètres. Voilà, donc nous, nos clients, ils viennent chez nous parce que il y a déjà un savoir-faire qui est reconnu, et ensuite ils cherchent effectivement aussi cette notion d'inclusion et de Made in France qui est extrêmement importante. On se rend bien compte, et notamment avec des structures aussi comme celle de Benjamin avec la Source Française, que il y a beaucoup de personnes qui cherchent aujourd'hui à relocaliser ou à produire ou confectionner des produits en France, parce qu'on se rend compte effectivement qu'il y a un vrai savoir-faire et qu'il y a une qualité. Et puis il y a aussi une notion de proximité qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que nous, nos ateliers sont ouverts, j'imagine exactement comme Stéphanie. Si quelqu'un veut venir demain visiter sans être client, juste pour voir effectivement comment on est installé, il n'y a absolument aucun problème. Ce qui est plus compliqué à faire quand on fait travailler des gens au Bangladesh et en Chine, qui travaillent aussi très bien, certes, mais voilà, il y a cette notion de proximité qui est aussi extrêmement importante. Alors certes, souvent les gens disent que c'est bien la France, mais que ça coûte un peu plus cher. Alors, c'est sans doute vrai sur certains produits, pas sur tous. Après, il faut aussi avoir conscience de l'impact qu'on veut laisser et qu'on veut avoir sur son territoire. Nous, c'est le point commun qu'il y a chez tous nos clients, c'est qu'ils sont tous hyper engagés. Donc en fait, ils ont tous envie à la fois d'agir pour la préservation de l'environnement, de leur environnement, parce que c'est vraiment du coup à côté de chez eux. Si on enfouit une bâche, si on enfouit quelque chose, ça va se retrouver dans le sol qui est à côté de chez nous. Et puis ils ont tous aussi l'envie d'un impact social, à la fois sur leur territoire, et ils se rendent compte aussi qu'en interne pour leurs collaborateurs, mais aussi vis-à-vis de leurs clients, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important et qui est attendu aujourd'hui, comme le disait très bien Benjamin tout à l'heure. Voilà, et puis moi, exactement comme les deux autres intervenants, Stéphanie et Pierre, j'adore effectivement ce que je fais. Moi, je viens du monde du mobilier, où j'ai fait plusieurs fois le tour de la planète par an pendant trop longtemps. Et je pense qu'une autre vie est possible. Et moi, ce que j'adore effectivement dans ce que je fais, c'est la rencontre des deux mondes. Faire travailler par exemple une entreprise adaptée pour un club de Ligue 1, et avoir des sacs de foot qu'on a créés par exemple à partir de maillots, et voir la fierté des gens qui ont participé à ce projet. À la base, ces deux mondes-là ne sont pas forcément censés se rencontrer, ou du moins pas sur le papier. Et en fait, avec des gens comme nous, avec des gens comme Stéphanie aussi, de ce qu'elle explique, ou comme Benjamin, en fait, on est capable de faire ce lien et de permettre à tout le monde de trouver effectivement sa place dans la société.
Voilà, et donc on a été ravis OK. effectivement de travailler avec Benjamin, sur ce projet de relocalisation de Charlotte pour une grande entreprise, de d'art de la table. Oui, qui s'appelle Émile Henry, je me permets de les nommer aussi, de les citer. C'est intéressant parce que là, nous, ce qu'on est venu chercher à l'époque, on faisait le sourcing pour Émile Henry, heu, chez vous, Charles, c'était justement cette capacité à coudre des matériaux épais, des matériaux avec un revêtement, parce que les charlottes, elles sont traitées pour que justement la face intérieure soit, protégée contact alimentaire, et donc ça a été une super expérience de travailler sur ce sujet, à vos côtés. Et d'ailleurs, c'est un produit qui a de très bons avis, Google. Je me suis amusé à aller vérifier ça. Donc, voilà, bah, merci beaucoup pour ce témoignage, Charles. Merci également à Stéphanie qui est encore là. Je remercie également Pierre qui regardera le replay. Est-ce que dans, les participants, vous avez des questions ou des remarques pour, nos différents intervenants? Est-ce que vous souhaitez avoir des informations complémentaires? Je me permets de vous mettre le lien vers la statistique, les fameux 97 de satisfaction, que j'ai retrouvé au passage. Patricia nous demande: «Stéphanie, juste avant de vous libérer, est-ce que vous avez Oui. des chiffres?» Ah non, ah c'est sur la moyenne générale? Non, malheureusement, j'ai pardon, je croyais que Mmh. vous parliez de la structure de Stéphanie. J'ai pas de chiffres précis sur la rentabilité des entreprises adaptées pour un chiffre d'affaires de 1,3 million. En effet, j'ai eu le même réflexe que vous de me dire, qu'au regard du nombre moyen de personnes, le chiffre d'affaires était peut-être un peu plus surprenant. Après, je pense en effet que vu que ce sont des entreprises, classiques, il y a cette nécessité de Ah rentabilité, oui. mais peut-être une rentabilité un peu, compensée par le fait que la main-d'œuvre est absorbée. Je sais pas, Stéphanie, vous voulez peut-être en parler? Alors c'est effectivement alors c'est une question c'est très particulier les EA, hein. On a un statut comme le disait Benjamin, donc on a un statut classique de SAS. Moi pour le coup j'ai une SAS donc je suis entre guillemets «PDG» de ma structure, mais en fait c'est compliqué de donner des chiffres ou des rentabilités. Le principe effectivement et on le enfin moi je sais que quand j'ai créé l'entreprise c'était mon souhait. Je considère, que c'est une entreprise «classique». Alors je vais mettre ça entre guillemets puisque comme le disait Benjamin, on a des aides, mais qui sont très ponctuelles. Enfin, c'est un peu compliqué. Puis là, j'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer, mais je ne sais pas, la personne qui me pose la question, vous pouvez m'appeler et on en parlera, ensemble avec grand plaisir. C'est un statut, les EA, un peu spécifique, par rapport au fait justement de ces aides. Les gens pensent que, c'est un peu notre problème, c'est qu'on doit avoir des prix, beaucoup moins importants parce que, ils pensent qu'on est sous, entre guillemets, «perfusion de l'État». Ce n'est pas le cas. Ce sont des entreprises qui doivent vivre et aller chercher du chiffre d'affaires comme une entreprise lambda. Les aides que l'on a viennent en compensation, on va dire, par rapport au public que l'on peut avoir et aussi aux aménagements que l'on fait dans les entreprises. Puisque moi, comme le disait très justement Charles, moi, l'atelier il est ouvert à qui se le souhaite. Vous pouvez venir visiter l'UXL quand vous le souhaitez. Et on a de gros investissements en termes de machines, en termes d'aménagement de poste. Donc moi, j'ai des sièges ergonomiques, les tables sont réglables en hauteur, les machines sont récentes. Enfin, c'est voilà, une vraie importance pour moi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, qui rentrent pas forcément en ligne de compte dans une entreprise classique. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas alors, je me demande juste comment on peut inciter des chefs d'entreprise à créer des EA. Alors, créer des EA, c'est effectivement un peu, comme je le disais, ça peut être un peu le parcours du combattant. Il faudrait davantage, mais déjà, j'allais dire, faisons travailler celles qui existent. Mmh. Et puis effectivement, nous, au sein de la structure UNEA, donc l'Union nationale des entreprises adaptées, bien sûr que l'on souhaiterait que ce statut se développe. Mais effectivement, on a déjà 950 entreprises, comme le disait Benjamin. Il faut absolument pas hésiter à solliciter les EA. Et effectivement, plus cet engouement sera fort, je pense, plus il y aura la possibilité d'en créer. Mais moi, je suis forcément une très grande défenseuse de ce statut d'entreprise adaptée. Et donc, ceux qui le souhaitent, jetez-vous à l'eau pour créer des EA. C'est pas simple, mais jetez-vous à l'eau et venez rejoindre notre cercle d'EA avec grand plaisir, mais vraiment avec grand plaisir.
Non, Merci puis beaucoup Stéphanie pour toutes ces Non, vas-y précisions. Maxence, Charles, je tu ne voulais? pas, ça se fait pas. Oui, ouais, non, juste comme dit, Stéphanie, effectivement, c'est très bien et je pense qu'il y a encore de la place pour en créer d'autres, mais de manière très rapide et concrète, il est tout à fait possible déjà de faire appel aux structures qui existent. Oui, Et il y a souvent, arrête-moi si je me trompe Stéphanie, mais il y a souvent une problématique il y a quelques gros clients qui vont être là et puis il y a assez souvent des trous en fait. Et c'est ces trous-là qu'il faut arriver à combler pour avoir justement une vision assez à long terme. Nous, c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on fait depuis 10 ans déjà avec des chantiers d'insertion aujourd'hui, mais qu'on va dupliquer avec les entreprises adaptées. C'est-à-dire que nous, on leur donne une vision et nous, on s'engage avec un chantier d'insertion avec lequel on travaille et on lui dit, voilà, on s'engage sur 50% de votre temps de travail sur l'année. Et du coup, ça veut dire que en début d'année, ils ont déjà 50% de leur chiffre d'affaires qui est assuré, parce que comme les entreprises adaptées, mmh. ils doivent être rentables et ils doivent effectivement pouvoir remplir leur carnet de commandes pour pouvoir payer les salariés qui sont accueillis dans la structure. Bien sûr. Bah, écoute, merci beaucoup Charles pour, toutes ces précisions. On arrive, au bout de ce webinaire. N'hésitez pas si vous souhaitez, nous recontacter, je vous invite à me contacter directement par mail ou bien en prenant rendez-vous dans le petit outil qu'il y a, en haut de votre écran. Je vous mets également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter ou avoir le replay. Un grand merci pour votre participation active et votre écoute et votre participation active. C'est toujours un plaisir de pouvoir dialoguer, répondre à vos questions et encore une fois, merci beaucoup à tous nos intervenants. Charles, je te remercie de vive voix et puis pour Stéphanie et Pierre, ils entendront mes remerciements au moment du replay. Mais en tout cas, c'était un plaisir de traiter ce sujet avec vous. Hem, voilà, on reste à votre disposition pour toute question, tout besoin, tout projet et heu et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Merci beaucoup Charles. À très Merci vite. Benjamin. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.